Coopération militaire, le Mali reçoit 4 hélicoptères russes. L'annonce a été faite par le gouvernement. Cérémonie de signature de convention entre l'État malien et Orange Mali pour la production d'énergie verte. Une quantité importante viendra de la nouvelle centrale photovoltaïque de Kati. Nous parlerons également de sport, la liste des aigles dévoilée pour la double confrontation entre le Mali et le Kenya. Enfin, dans l'actualité internationale, nous parlerons également de l'Arc de Triomphe impacté. Sous le soleil, les touristes se pressent. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les autorités maliennes annoncent la réception de 4 hélicoptères militaires fournis par la Russie ce jeudi 30 septembre. Adama Sanogo pour nous faire le point. Le Mali est désormais doté de 4 hélicoptères militaires par la Russie. Cet achat d'avions intervient dans un moment de grande tension avec la France qui s'inquiète notamment des liens du Mali avec la société russe privée Wagner. Nous sommes ici ce soir pour réceptionner 4 hélicoptères de type Mi-171. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Le Mali a acquis ses avions de guerre par ses propres moyens, soutient colonel Sadio Kamara. Les 4 hélicoptères neufs, comme vous pouvez le constater, ont été entièrement acquis sur budget national. Notre interlocuteur ajoute que ces livraisons sont le fruit d'un contrat signé entre le Mali et la Russie en décembre 2020 et entré en vigueur en juin 2021. C'est la concrétisation d'un contrat signé en décembre 2020, rentré en vigueur en juin 2021. Ces avions seront utilisés à bon escient par les autorités maliennes et seraient d'un apport crucial pour les FAMA. L'appui spécialiste russe va nous permettre de progresser très rapidement et de maîtriser tous les aspects liés à l'exploitation des hélicoptères. Combattre l'insécurité avec les moyens sophistiqués reste une priorité des autorités de la transition, selon le ministre de la Défense. Pendant ce temps, le torchon continue de brûler entre Paris et Bamako à cause d'un partenariat futur entre le Mali et la Russie au plan militaire. Je vous le disais dans les titres, à travers la signature d'une convention, Orange Mali compte produire et injecter 25 MW de surplus sur les réseaux électriques de EDM-SA, une quantité importante d'énergie qui viendra de la centrale photovoltaïque construite à Kati. Aruna Salia Kone était à la cérémonie de signature. 25 MW crête, c'est ce que Orange Mali, à travers sa centrale photovoltaïque de Kati, va injecter sur les réseaux de l'EDM-SA. Ce surplus après la consommation de la société téléphonique sera un ouf de soulagement pour l'énergie du Mali. Mais ces projets s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large, comme je l'ai dit tantôt, de conforter la production même de EDF. C'est vrai, on parle de 25 MW crête, mais sur le réseau de l'énergie du Mali aujourd'hui, même un apport supplémentaire d'1 mégawatt est important. Donc il y a ce confort à la production qui va être apporté. Au-delà de l'aspect de production de l'énergie, c'est un gain financier que fera l'EDM à travers cette future collaboration. C'est que Orange Mali, qui bénéficie aujourd'hui de la subvention de l'État du Mali, donc à travers la structure tarifaire qui est appliquée, ne bénéficiera plus de cette subvention, puisque Orange Mali va autoproduire et s'auto-alimenter. Donc c'est un gain certain pour EDM. En plus de ça, je l'ai dit tantôt, l'énergie produite par Orange Mali transitera sur le réseau de distribution de EDM et lui sera facturée. Ce sont des revenus supplémentaires. Orange Mali se dit fier de sa démarche qui rentre dans le cadre de la RSE,
la responsabilité sociale de l'entreprise et de la diminution de la pollution. Il y a plusieurs intérêts. Déjà, Orange, en tant qu'acteur, a, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, comme ambition de réduire son empreinte carbone. C'est-à-dire que nos opérations qui nécessitent d'utiliser de l'énergie, qui nécessitent d'utiliser des groupes électrogènes, eh bien, nous conduisent à vouloir réduire cet impact environnemental. Donc ça passe par la mise en place de projets verts comme ça, comme par exemple des centrales solaires. Cette initiative première du genre de Orange va sans nul doute booster la capacité de l'EDM SA, surtout en période de forte chaleur. Formation des jeunes leaders du Sahel sur les littératies du futur. Le futur de l'engagement social au Sahel en 2060, tel est le thème d'une session de formation ouverte ce jeudi à l'Hôtel de l'Amitié en faveur des jeunes leaders africains. Aïssata Traoré et Bakoroba Nyare nous donnent les détails de cette formation. Initié par la représentation de l'UNESCO au Mali, cet atelier de formation a pour principal objectif d'explorer le futur autour de plusieurs thématiques dont la paix et la sécurité, le genre, l'inclusion sociale, les changements climatiques, entre autres. Il faut aussi, en même temps qu'on s'occupe des urgences, commencer à réfléchir sur le futur. Et c'est ce à quoi ces jeunes vont s'atteler à faire ce matin, avec justement, en collaboration avec un certain nombre de partenaires, des universités où nous avons des collègues qui sont des spécialistes dans la prospective, dans le futur, qui vont aider ces jeunes à mettre leurs idées ensemble. Cette formation sera aussi l'occasion pour les participants venus de diverses régions africaines de faire émerger une méthodologie innovante de recherche-action qui permettra de découvrir et de mettre en œuvre les capacités à utiliser le futur. L'accent va être mis sur la réflexion sur le futur, donc la prospective. Donc les jeunes gens vont aussi échanger, faire un diagnostic de la région, du continent, tel qu'il est aujourd'hui. Mais plus important, étant donné l'information qu'ils vont avoir sur la situation actuelle, ils vont se projeter dans le futur en faisant de la prospective. Pour Amadou Yalkouye, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'organisation de la présente formation des jeunes leaders est pertinente car elle s'opère à un moment où la jeunesse a besoin d'un accompagnement adapté à ses besoins pour prendre des responsabilités et engager des actions concrètes pour l'émergence du continent. La jeune leader Gundo Keïta mesure toute l'importance de la formation qui leur permettra de renforcer leurs capacités afin de relever les défis contemporains. J'espère véritablement qu'au sortir de ces 2 jours de formation, nous pourrons réinventer une autre cohésion sociale au Mali, pouvoir planifier des activités qui pourront prôner une paix durable et une excellence académique pour la jeunesse malienne. L'atelier de formation des jeunes leaders du Sahel sur les littératies du futur, qui s'étendra sur 2 jours, sera une occasion pour la vingtaine de jeunes leaders participants pour mieux contribuer à la formulation des solutions afin de créer de nouvelles images du futur. Avec un taux de réussite de 29,24%, les résultats de l'examen du baccalauréat ont été publiés ce vendredi 1er octobre 2021. Suivant quelques réactions de bacheliers au micro de Fanta Diarra. J'ai eu avec mention assez bien. J'aimerais faire le droit afin d'aider les gens à faire la justice, pour maintenir la justice et la paix dans mon pays que j'aime tant. Oui, j'ai réussi, je suis admise. Maintenant, je suis contente, je remercie mes 2 parents, mes frères et sœurs qui m'ont soutenu dans ces épreuves. Vraiment, je suis contente. Ça a été bien, j'ai été admise en série TLL, langue et lettres. Bon, je compte faire du journalisme. Après le bac, moi je vais aller à l'université pour faire au maximum 3 ans gestion d'entreprise. Parce que moi j'aime être un entrepreneur. Pour une transition réussie et inclusive, le projet PACID, Participation citoyenne au débat démocratique sur la transition au Mali, veut sa partition dans le processus. Les responsables du projet ont animé ce jeudi une conférence de presse pour informer l'opinion publique des activités du projet. Eladji Malik Guité nous fait le point.
Le PACID, projet de participation citoyenne au débat démocratique sur la transition au Mali, est une initiative qui a pour but de susciter l'intérêt des citoyens sur les grandes questions de la transition en cours au Mali en vue d'une participation inclusive au débat. C'est dans cette optique que les responsables de 10 projets ont animé ce jeudi 30 septembre 2021 une conférence de presse pour bien spécifier les contours du projet PACID. Alors, l'objectif du projet, c'est d'amener le citoyen malien à réfléchir aux grands enjeux de la transition et à se prononcer là-dessus. C'est l'objectif principal de ce projet. Pour atteindre cet objectif, ce projet d'une durée de 7 mois sera exécuté à travers plusieurs activités, dont un sondage d'opinion qui sera réalisé dans les régions du centre, du sud, du nord et sur un échantillonnage de plus de 1500 citoyens âgés de 18 ans et plus. Et il va fonctionner à travers quelques petites activités qui sont comme des activités de débat, des débats publics, des tables rondes et une activité de sondage, des enquêtes d'opinion qui sont menées pour recueillir la perception des citoyens partout où ils se trouvent au Mali. Il y aura également des émissions télé, des émissions radio qui vont être portées sur des thématiques qui seront abordées au cours de cette transition pour les différentes réformes. Financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par NED, la Fondation nationale pour la démocratie, le projet PACID cible outre les citoyens, le gouvernement de la transition, certaines institutions nationales, les acteurs stratégiques comme les organisations de la société civile, les universités maliennes et les partis politiques. Le président français Emmanuel Macron brise le silence face aux propos du Premier ministre malien, Dr Choguel Kokala Maïga, devant les Nations Unies. Choqué, honte, inacceptable sont les mots du président français au micro des médias internationaux. Abdoulaye Koniba Konaté. Après la ministre des Armées, Florence Parly, celui des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ce fut le tour du chef de l'Élysée ce jeudi 30 septembre de hausser le ton en réponse aux propos du Dr Choguel Kokala Maïga sur la tribune des Nations Unies. 5 jours plus tôt, accusant la France, l'allié militaire du Mali, de l'avoir abandonné en plein vol. Si la ministre des Armées qualifie, je cite, d'hypocrisie les propos du Premier ministre malien, le président Macron, quant à lui, se dit choqué. Il s'exprime, je cite, « Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire, puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc, la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. » Après avoir mis la légitimité des dirigeants maliens en cause, le président enfonce le clou en rappelant, je cite, « Alors qu'hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco et qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens, ce qu'a dit le premier ministre malien est inadmissible. C'est une honte et ça déshonore ceux qui n'est même pas un gouvernement. » Fin de citation. Par ailleurs, au dire du chef de l'Élysée, les propos du premier ministre malien ne reflètent pas du tout les pensées du Malien lambda, qui, selon Macron, est la première victime de la guerre contre le terrorisme qui lie les 2 États. Partant de ce constat, le président français dit ne rien attendre des autorités maliennes que l'organisation des élections en février 2022 et le retour à l'ordre constitutionnel normal. En outre, malgré tous les acharnements que font les autorités françaises autour de ce sujet ces derniers jours, le président malien de la transition et son premier ministre restent bouche bée. Nour Sarr, le président du Front africain pour le développement FAD, a été reçu dans notre émission politique en toute liberté cette semaine. L'homme politique s'est exprimé sur sa relation avec le premier ministre Choguel et sur l'actualité politique du pays. Aruna Saliakoune pour le décryptage. Juriste de formation et politique de conviction, Nour Sarr est un jeune acteur politique qui compte désormais dans l'arène. Président fondateur du parti Front africain pour le développement et ancien membre du M5 RFP, Nour Sarr se veut un homme de principe. Son choix d'aller au CNT répond au respect d'un principe qu'il défend. Moi, j'ai estimé que le rôle d'un homme politique, ce n'est pas être dans ce gouvernement de transition. Si je dois être ministre au Mali, c'est pas dans la transition. C'est dans un régime élu démocratique. Et le législatif, c'est le rôle des hommes politiques. J'ai estimé que les hommes politiques ont leur place là-bas, mais pas au gouvernement. En ce qui concerne sa relation avec le premier ministre Choguel, Nour Sarr trouve que leur seul différent, c'est leur divergence de vie politique. Je fais partie des jeunes maliens politiques que Choguel respecte le plus.
que Choguel estime le plus. Allez-y lui poser la question, il va vous le dire. Mais j'assume quand même nos contradictions sur certains sujets. Parce qu'il n'y a pas de l'unanimisme là en politique, c'est le mensonge. Moi, je ne suis pas là-dedans. Et je n'ai pas de problème personnel avec lui. Allez-y lui poser la question, il vous le dira. Il apprécie et salue la campagne lancée contre la corruption. Néanmoins, il appelle le Premier ministre à plus d'inclusivité dans ses démarches. Il faut reconnaître très honnêtement qu'il y a quand même une volonté politique nettement affichée par rapport à la lutte contre la corruption. Ça, il ne faut pas le dénier. C'est une vérité. Il faut le reconnaître. Mais il faut déplorer. Et ce que je fais, que les clivages sont en train de s'accentuer. Ce n'est pas bon pour une transition. Une transition, c'est la chose collective. Il n'y a pas de majorité ni d'opposition dans une transition. Anticolonialiste, Nounsar dénonce les récentes sorties des autorités françaises dans l'affaire de contrat avec Wagner. Parce que Jean-Yves Le Drian a dit que les Touaregs sont nos amis. Autrement dit, les autres Maliens, nous en foutons pas mal d'eux. C'est pas moi qui le dis. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a dit clairement, après le massacre d'Aguelhok, où des groupes terroristes ont écartelé nos soldats, où des groupes terroristes ont sémé la terreur, ont tué des civils maliens, il a dit que c'est une victoire importante, décisive, militaire. Ils ne l'ont pas caché. Ils n'ont pas caché leur soutien aux séparatistes. Et ça, ils vont le payer. Parce que notre peuple ne l'accepterait pas et notre peuple ne le pardonnera pas. Je ne crois en personne en dehors de mon pays et de mon peuple. Parce que c'est le Mali qui va libérer le Mali. C'est cela la conviction de Nounsar. Et c'est cela la recette pour la libération de notre pays. Le site Djéné-Djéno est l'image du jour. Le site culturel fossile de Djéné-Djéno est situé à 3 km au sud-est de la ville actuelle de Djéné, dont il est le site originel. Situé dans le delta intérieur du Niger, au cœur du Mali, il figure parmi les plus vieilles cités d'Afrique de l'Ouest, fondées vers 250 avant notre ère. Sa population atteignit 10 000 habitants environ vers l'an 800. Le mur de la cité, fait de briques cylindriques façonnées à la main, a été construit à cette même date avec une largeur estimée à 3,70 mètres. Djéné-Djéno commerça avec Tombouctou qui connut la prospérité grâce au marché du sel-gemme extrait dans le sud du Sahara, cité païenne. Elle a été peu à peu abandonnée par ses habitants convertis à l'islam. Elle fut définitivement abandonnée vers 1400. La ville actuelle de Djéné a coexisté avec Djéné-Djéno à partir du 5e siècle de notre ère. Des pièces archéologiques très variées, perles, bagues, figurines, instruments de pêche, couteaux, têtes de harpon, hameçons, fer de lance font de Djéné-Djéno le plus ancien site de l'âge du fer retrouvé en Afrique noire. Les plus anciennes attestations de la domestication du riz africain proviennent du site de Djéné-Djéno et remontent entre 300 et 200 ans avant Jésus-Christ. À présent, l'actualité internationale. L'économiste tunisien et ancien ministre du Commerce Mohsen Hassan déclare que le gouvernement doit décréter l'état d'urgence économique et financière car l'économie du pays souffre d'un terrible dysfonctionnement. Ce moment de déclenchement de l'investissement est tributaire de la stabilité du financement, selon Mehdi Bouhiri, fondateur de la start-up Watersprit. Un horizon plus clair me permettra d'obtenir le dernier accord de financement et de lancer très rapidement le scale-up industriel, la mise en place de l'industrie pour la start-up actuelle. Et en plus, on a un plan sur plusieurs années pour la croissance et l'internationalisation basé sur le moment de déclenchement de l'investissement. Et ce moment de déclenchement de l'investissement est tributaire de la stabilité et du financement. Je comprends que nous sommes dans une phase exceptionnelle, mais pourvu qu'il y ait de la visibilité sur l'étendue de la phase exceptionnelle, que ce soit au niveau des personnes touchées ou au niveau de l'étendue sur le plan la durée, sur le plan de la durée. Jusqu'à quand restera? Nous sommes prêts à accepter, on comprend, on est même, on développe de l'espoir d'assainissement du climat des affaires et du climat politique, pourvu qu'il y ait de la visibilité. La situation à partir du 25, c'est quelque chose de bien, il n'y a pas de doute, dans l'absolu. Maintenant, il faut essayer de faire vite, nous donner un peu le cap
mettre un gouvernement en place pour suivre les grands dossiers, prendre les décisions qui peuvent donner encore plus de courage et d'espoir aux opérateurs économiques. La nouvelle chef du gouvernement en Tunisie va devoir se tenir en priorité sur une grave crise économique dans ce pays dont l'instabilité chronique freine aussi les investisseurs et les bailleurs de fonds. L'OMS présente ses excuses sans réserve aux victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo commises par des membres du personnel lors de l'épidémie d'Ebola entre 2018 et 2020. L'OMS présente ses excuses sans réserve aux femmes et aux filles qui ont été victimes d'exploitation et d'abus sexuels lors de la riposte à la 10e flambée du virus Ebola dans l'est de la RDC. Le directeur général a promis de prendre des mesures rapides et immédiates pour répondre aux recommandations de la commission indépendante, notamment en apportant un soutien aux victimes. Il s'agira également de remédier aux défaillances de la direction et du personnel et de procéder à un changement ou à une réforme en profondeur de la structure et de la culture organisationnelle en matière de prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Les touristes profitent d'une journée ensoleillée pour admirer l'Arc de Triomphe empaqueté dans un tissu argent bleuté, œuvre posthume de l'artiste Christo, pour encore 3 jours. Les visiteurs sur place ne manquent pas d'éloges. Alors moi, je trouve ça absolument magnifique, malgré tous les détracteurs. Et je trouve qu'une œuvre artistique, elle est artistique parce qu'elle est inutile. Elle doit procurer quelques moments d'émotion que j'ai eus, surtout là, sous le soleil. D'autant plus magnifique que c'est quelque chose d'éphémère, juste 15 petits jours. Tout ce travail pour 15 petits jours, c'est quand même fantastique. D'un coût de 14 millions d'euros, le projet est entièrement autofinancé sans subvention publique grâce à la vente d'œuvres originales de Christo, préparatoires dessins, souvenirs, maquettes et lithographies. Un monument, quand on est parisien, qu'on ne regarde plus. Et là, comme tout le monde, il suscite un vif intérêt. Du coup, on le redécouvre, voilà, et de façon un peu, je sais pas, comme une mariée. Est-ce que c'est vraiment de l'art au sens classique et tout? À la limite, je m'en moque, c'est pas ma question. Mais ça donne une vue unique qu'on n'aura pas de sitôt. Et vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Je vous le disais tantôt, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur national du Mali, Mohamed Magasuba, a publié la liste des joueurs convoqués pour les 2 rencontres face au Kenya du 7 au 10 octobre 2021. Amadou Tolo et El Hadji Malik Guité étaient à la FEMAFOOT, suivant leur reportage. Une liste élargie de 29 joueurs pour éviter d'éventuels forfaits et cas de contamination de Covid-19. Le sélectionneur Mohamed Magasuba a dévoilé ce vendredi 1er octobre 2021 le nom des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Kenya. Seule grande surprise, la première pour le jeune défenseur franco-malien Moussa Sissoko, 20 ans, qui évolue au Standard de Liège en Belgique. Il était convoqué au départ, mais au dernier moment, il n'était pas prêt encore physiquement, voilà, pour répondre à un match international. Donc il a eu 1 mois pour travailler en club et aujourd'hui, je vous le dis à 100%, il sera là puisqu'il me l'a confirmé. À 20 ans, le jeune Sissako s'apprête à vivre sa première expérience avec l'équipe nationale du Mali après un bon début de championnat en Belgique. En ce qui concerne cette liste, tous les cadres de l'équipe sont présents, dont Djigui Diarra, Amari Traoré, Djadje Samasekou, Amadou Aïdara, Moussa Djenepo, entre autres. Yves Bissouma, absent de la sélection depuis plus de 3 ans, et El Bilal Touré figurent aussi sur la liste. Malgré leur état de blessure, 2 cas que le sélectionneur devra faire face. Même si un joueur est blessé dans son équipe, le médecin de l'équipe professionnelle ne peut pas délivrer une dispense quand il s'agit de l'équipe nationale. Et quand il s'agit de l'équipe nationale, seul le médecin de l'équipe nationale
peut délivrer cette dispense-là. En raison des travaux du stade du 26 mars, cette double confrontation se jouera au Maroc et au Kenya. Déjà, le sélectionneur Magasuba déplore quelques contraintes. Ouganda, Kampala est en altitude, 1300 et quelques altitudes. Kenya en altitude. Rwanda en altitude. Donc, sincèrement, la problématique depuis que le tirage est sorti, nous, au niveau technique, en tant qu'hommes de science, nous savons déjà qu'il y a un sérieux problème. Mais, qu'à cela ne tienne, le sélectionneur national garde toujours son optimisme. Cette fois-ci, nous avons doublé d'ardeur parce qu'il s'agit de la Coupe du Monde. Donc on va en tenir compte et je suis convaincu que déjà tout le monde a mis le bouchée double pour que malgré que le match sera très difficile, les 2 matchs disons, et il faut faire le maximum. Pour rappel, les Aigles du Mali affrontent le Kenya le 7 octobre 2021 à Agadir au Maroc avant de se déplacer 3 jours plus tard à Kampala pour le match retour face à la même équipe. Le Mali, pour l'instant, est leader de la poule avec 4 points suivi du Kenya et l'Ouganda 2 points et le Rwanda 1 point. C'est la fin de cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.